Je vous souhaite la bienvenue et je vous présente au nom de l'association tous nos vœux les meilleurs pour 2013. J'espère que tout ira bien pour vous, que tous vos vœux se réaliseront et que tout sera le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà. Donc nous avons terminé l'année avec l'ensemble Stanislas et nous recommençons l'année avec une partie de l'ensemble Stanislas, une partie importante. Donc je vous présente Wilbert de Roux. C'était un nom français avant, tu me disais tout à l'heure. Le nom de famille. Le nom de famille, oui. De Roux. De Roux. Mais bon, ça fait mieux dire de Roux. Donc, qui est luthier et qui va vous parler de son travail avec passion, je suppose, parce qu'il adore ça. C'est une passion. Voilà, c'est une passion. Donc, comme la musique. Comme la musique. Voilà. Donc, je lui laisse la parole et j'annoncerai après 2-3 petites choses. D'accord, merci. Bonjour à tous, je suis très content. Je suis très heureux de pouvoir justement montrer un peu une passion dans la vie, qui est aussi mon métier maintenant. J'étais violoncelliste avant et j'ai changé dans les années 90. Je fais l'école en Angleterre parce que c'était pas possible à mes cours, c'était que pour les jeunes à l'époque. Donc il fallait que je trouve un endroit pour me former. Et en Angleterre, à l'école à Newark, dans le Sherwood Forest de Robin Hood, j'ai eu une place et je fais 3 ans là-bas et donc je suis devenu luthier. Mais musicien avant. Mais c'est une passion. Et je crois qu'il faut garder cette passion. Je veux juste dire, entre fabriquer et restaurer, c'est un peu comme la peinture aussi. Quand on est peintre, ou on aime bien faire des tableaux ou créer quelque chose, ou la restauration. La restauration dans le lutherie, c'est pareil, c'est très spécial. Il faut beaucoup de connaissances aujourd'hui, surtout quand c'est un instrument qui vaut plusieurs millions d'euros, les Stradivari, des Guarneri, on peut pas confier, même pour le nettoyage, à n'importe qui. Il faut pas donner des coups. Donc, c'est très spécialisé. Et moi, je suis pas du tout dans ce domaine. J'ai pas d'expérience. J'ai jamais fait assez d'apprentissage chez des gens pour pouvoir être spécialiste dans ce domaine. Et je préfère la fabrication. De toute façon, c'est la création que j'aime faire. Donc, je vais juste vous donner une petite introduction de l'histoire, l'historique dans le lutherie, et pour dire que le violon, c'est pas si ancien que ça. Enfin, c'est au début du XVIe siècle qu'on a créé le modèle de violon qu'on connaît aujourd'hui, avec très peu de changements en 400 ans, 500 ans maintenant. Et c'était un instrument qui était développé, on ne sait pas exactement comment, parce que en fait il y avait la famille des gambes, les viols qui étaient bien avant, avec les luttes, les thiobes et tout le reste. Et en fait les instruments, les violons, la famille de violons avec alto, violoncelle et contrebasse étaient utilisés en fait dans les opéras et tout ça ensemble avec la famille des viols. C'était pas le violon n'est pas remplacé la famille de viol. Les contrebasses ont gardé un peu la forme de viol de gambe, si vous voulez. De temps en temps, on a des contrebasses avec des coins. Vous allez voir la forme. Et de temps en temps, ils ont la forme plus classique d'un viol. Mais ça, c'est bon. À partir du XVIe siècle, le violon est développé, amélioré et porté au climat, sa climax en début du XVIIIe siècle avec Stradivarius, évidemment, le grand Stradivarius, Guarneri del Gesù. Et c'était à Crémone, une petite ville au milieu d'Italie, plutôt vers le nord, qui était le centre de cette nouvelle création d'instruments. Même 400 ans après, on le fait toujours dans la même essence du bois et avec très peu de modifications. On n'a pas changé grand-chose dans le lutherie, à part le montage. On appelle ça, évidemment, les violons à l'époque, c'était baroque. Et aujourd'hui, ils sont adaptés
pour des très grandes salles de concert et donc il y a des petites différences pour toujours donner plus de volume à cause des exigences des musiciens aujourd'hui et les salles surtout. Donc, pour commencer, il faut du bois, évidemment. Alors, il y a essentiellement 4-5 essences de bois. Le plus important, enfin, tout est important, mais c'est la table d'harmonie, le devant du violon. Ça se fait en épicéa. Et c'est un bois très léger. Et on utilise pour tous les instruments, pour tout ce qui est en table de résonance, des guitares, l'harpe, le piano même, le bois d'harmonie de piano, c'est aussi en épicéa. Pourquoi on a choisi ce bois? C'est parce que elles transmettent les vibrations plus vite que tous les autres bois. La propagation des fréquences est 4 fois plus vite que le deuxième bois, qui est le cèdre rouge, et tous les autres suivent dans la chronologie. Donc, c'est le bois qui est immédiate dans la transmission des vibrations. Et ça, c'est le rôle de la table, c'est le devant, de violon, c'est de transmettre les vibrations entre l'archer qui frotte les cordes, le chevalet, la lame, tout ça, je vais expliquer, mais c'est ça qui donne cette vibration. Le fond, c'est en érable. On peut aussi utiliser de temps en temps pour les violoncelles, les altos en peuplier ou en saule. De temps en temps, des fruitiers aussi étaient utilisés, le merisier ou le poirier, par exemple. Mais en général, c'est l'érable parce que c'est le plus léger et le plus élastique. Parce qu'on a besoin, pour le fond de l'instrument, le dos, il faut que ça renvoie les vibrations. Le table transmet les vibrations et le fond amplifié, oscillatoire, le mouvement oscillatoire, donc un peu comme un haut-parleur, si vous voulez, les baffles d'un haut-parleur, c'est pareil, c'est des vibrations qui envoient le son. Donc, c'est souvent fait en 2 morceaux de bois, vous verrez, en fait, coupés en quartier, ça veut dire que l'arbre est rond comme ça et on coupe des morceaux de bois comme un morceau de gâteau. Si l'arbre est debout, on coupe dans le sens comme ça. Donc, les années, c'est comme ça. Ça, c'est que des flammes sous le fond en érable. L'érable est des très jolies ondes, on appelle ça les ondes ou des flammes, mais ce n'est pas des veines. Les veines, avec les années, c'est dans l'autre sens. Et on fait en 2 morceaux pour avoir un côté miroir des 2 côtés, identique, et aussi pour la consistance du bois. Les 2 côtés sont égales. Les années sont plus gros, plus minces, plus serrés, et ça reste les 2 côtés homogènes. Le table, c'est pareil, en épicéa. On choisit le bois qui est le mieux coupé, avec les années bien droits, sans nœuds. Enfin, il peut avoir des nœuds si c'est un très beau bois. On n'est pas très exigeant, on peut toujours laisser le nœud, c'est pas grave, mais on cherche à avoir un bois parfait, c'est pour ça que ça coûte très cher aussi quand on achète. Et c'est du bois qui a au moins 5 ans de séchage. Le plus important, c'est qu'il soit coupé au bon moment aussi, qu'il n'y a pas de sève, que c'est vraiment bien sec. Souvent en décembre ou janvier, on coupe avec la lune aussi, que ce soit avec la lune descendante pour qu'il n'y ait vraiment pas de sève. Ça, c'est la meilleure chose. Et après avoir coupé, il faut laisser 3 ans saisonner et 5 ans encore pour, une fois débitée, pour qu'elle soit vraiment stable. Parce qu'on ne veut pas, quand on travaille, que ça commence à travailler le bois tout seul. Donc, après avoir choisi le matériau, le préparer, il faut coller les 2 parties là. Alors, le colle qu'on utilise, c'est toujours le colle à l'os. C'est des petits perles. Il y a plusieurs colles. On peut utiliser le colle à l'os, le colle de peau de lapin ou le colle de poisson, les arêtes de poisson. Mais ça, c'est pas très agréable. C'est le colle le plus puissant. Ça tient très bien, mais c'est vraiment une odeur très désagréable, vous pouvez imaginer. Mais donc, se fait une gélatine une fois dessus dans l'eau et chauffée au bain-marie
jusqu'à 70-80 degrés, pas plus. Il ne faut pas que ça bouille pour garder son pouvoir de collage. Il faut travailler très vite. On a 20 secondes pour le colle entre le moment où on le plique sur le bois et le moment où il fait un gel. Une fois que c'est passé à le stade de gel, elle a moins d'adhérence, elle n'entre pas dans le port. Parce qu'en fait, le colle d'os, c'est le plus fort adhésion de toutes les colles. Le superglue est loin derrière, ne vous inquiétez pas. Un petit goutte de colle qu'on laisse tomber sur un bout de bois, on ne peut pas l'arracher une fois qu'elle est sec. Le bois arrache avec, mais le colle reste collé dessus. Donc c'est juste pour montrer que c'est un colle très très fort, excellent, pour résister à 400 ans, juste collé, sans un enclave spécial, c'est juste parfaitement joint et collé. On le serre et ça doit durer le reste de la vie de le violon. Donc le fond et le table, c'est pareil, on les prépare toujours pareil, en 2 morceaux. De temps en temps, on peut avoir le fond en un seul morceau. C'est rare parce que on a besoin plus de largeur, de tronc d'arbre, surtout pour un violoncelle. Vous pouvez imaginer ce qu'un moitié de l'arbre. Alors donc, pour un violoncelle, il faut un arbre qui fait plus de 1,50 m à 2 mètres. Donc les arabes, c'est difficile à trouver. Quand c'est en 2, c'est une moitié de largeur, c'est plus facile. Et c'est peut-être la raison la plus simple pourquoi c'est en 2 morceaux. De temps en temps, c'est en un seul, mais ce n'est pas important. Alors, une fois qu'on a préparé le bois, on passe à le stade, c'est la forme du violon. Donc, comme je vous avais dit, on n'a pas tellement changé entre le XVIe siècle et maintenant, la forme et la structure des proportions de l'instrument. Il faut un moule pour commencer. Si on veut faire plusieurs instruments, il faut un moule. Si on veut faire un seul, on dit en air ou on fait la structure sans un moule. Mais c'est moins précis. C'est bien si on veut faire une copie d'un instrument, d'un certain modèle, et on fait juste une seule copie. C'est possible. Mais sinon, en général, on fait avec un moule. Alors, le moule dedans, c'est un moule comme ça, où on va coller les petits bouts de bois, ça s'appelle les tasseaux des coins, le haut et le bas, que vous verrez après sous les éclisses, ça reste dedans. Mais on les colle d'abord sur le moule et on les taille pour prendre la forme des éclisses. Les éclisses, c'est des morceaux d'érable, la même essence que le fond en général, donc l'érable souvent, et c'est coupé en quartiers aussi pour la solidité. Et on les met ainsi, on les rabote à 1 mm pour un violon, entre 1 mm et 1,2 mm, et pour un violoncelle un peu plus. En toute façon, c'est jamais plus qu'entre 1 et 2, jamais moins que 1 mm, jamais plus que 2. On le plie avec un fer à pliage. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'électricité, mais à l'époque des luthiers sans électricité, il fallait chauffer des fers dans les braises, comme un ferronnier, et le coincer dans l'établi et plier dessus. Donc souvent, sur les anciens, on trouve des marques de brûlure sur le bois, parce que ou c'était trop chaud ou pas assez chaud. Quand c'était pas assez chaud, c'est cassé. Alors il y a souvent des cassures aussi sur les anciens. Aujourd'hui, c'est plus rare, parce qu'on peut le mettre exactement à la température qu'on souhaite, à 220, 240, 300, comme on veut. Et après, on mouille le bois, très mince, et on le plie dessous. Et garde la forme après. On a un petit bout de métal qu'est-ce que je fais avec? Enfin, il y a un bande en métal qu'on utilise pour plier, pour tenir bien le bois contre le fer. Une fois qu'on a fini les éclisses, on fait en sorte qu'elles épousent bien la forme, le moule et des tasseaux, les 4 coins et le haut et le bas. Il manque le haut ici parce que pour enlever. Et on les colle dessus avec des contreparties, avec des petits serre-joints.
il faut attendre environ 8 heures pour que le col soit parfaitement sec. On les colle comme ça. Après, il faut faire des petits contre-éclisses. Ça, c'est des petits bouts de bois faits en essence légère, ou le épicéa, le peuplier, le saule. Et c'est pareil, on le plie sous le fer à plier et on les colle sous les éclisses. C'est pour donner un plus large surface de collage pour quand on fait la boîte, parce que sinon 1 millimètre d'épaisseur, c'est très peu de surface pour coller, pour faire une boîte qui doit résister à la pression des cordes. Donc une fois qu'on a collé des contre-éclisses sur les éclisses, on démoule les éclisses et on trace la forme, ou on laisse encore le moulage. Pardon, il faut d'abord tracer la forme sur le bois préparé pour la table et le fond. Et ça, en laissant un petit bord, parce que vous verrez, ça déborde un peu des éclisses pour faire le bord. Le bord, c'est pour protéger aussi l'instrument. Donc, une fois qu'on a préparé ça, on découpe la forme qui est sur le fond et la table, et il faut commencer par faire l'ébauchage, le dégrossissage des voûtes. Parce que comme vous voyez, un violon, c'est pas plat, et c'est évidemment sculpté dans la masse, comme vous allez voir. Donc on commence par l'extérieur, on la pose ou dans un appareil comme ça, ou pendant que c'est encore plat l'autre côté, on peut le poser sur l'établi. Mais sinon, on a cet appareil, enfin, pour tenir le bois dedans, pour travailler. Et ça, on fixe sur l'établi. Donc, on commence avec les grosses gouges, comme ça. Avec le gros bout de bois, on fait enlever des petits copeaux de 1 à 2 mm d'épaisseur. Ça va assez vite, mais il faut toujours aller très prudemment, parce qu'un coup de gouge de trop, c'est trop. On ne peut pas recoller le bois, enfin... Ce n'est pas le but de l'opération. Après avoir fait dégrossir plus ou moins la forme, on passe à le stade avec des petits rabots. Alors, il y a toutes sortes de rabots. Vous venez voir après. Je ne vais pas parler trop longtemps. Vous pouvez venir voir, poser des questions après. C'est des petits rabots jusqu'à un tout petit pour faire des petits rainures. Et on finit plus ou moins la forme avec des rabots. Et pour avoir parfaitement lisse, on n'utilise jamais de papier de verre, en fait, on utilise des ratissoirs. C'est des petits bouts de métal avec un fil. On les aiguise bien et après on le tourne avec un morceau de fer, on serre bien dessus et ça fait un petit fil. Et ça permet de ratisser pour que ce soit parfaitement lisse, pour enlever les rayures des dents, parce qu'on utilise des fers dentés, on appelle ça, vous allez voir, c'est des fers qui ont c'est comme plusieurs petits rabots qui font des rayures, mais s'empêchent de faire des éclats, parce que quand on a un seul lame, souvent, surtout avec le rab, ça fait des éclats, parce que les ondes, c'est comme des vagues dans la mer, c'est des hauts et des bas, et on a le contresens dans tous les sens du bois. Donc, c'est plus facile avec un fer denté, on appelle ça. Une fois qu'on a fini l'extérieur, la table et le fond, on passe à le stade de filetage. Le filetage, c'est des petits bouts de 3 brins de bois. Moi, j'utilise de ébène. Le noir, c'est l'ébène, et le blanc, c'est ou le peuplier ou de l'érable, un bois blanc. Et on les colle ensemble. Ou on les colle sur une moule. Moi, je fais un grand plaque sur une moule comme ça. Et après, je le découpe pour avoir les petits bouts de bois collés ensemble. Vous ne voyez rien, mais vous allez voir après. Et ça, c'est tout pour incruster sur le fond et les tables. Le but de l'incrustation, c'est esthétique, évidemment. Ça fait un joli petit bord pour finir l'instrument, mais c'est aussi pour protéger l'instrument contre des chocs. Parce que si l'instrument reçoit un choc sur le côté, s'il n'y avait pas le petit cintre des filets comme ça, le fente va continuer, parce qu'il ne faut pas oublier que les années, c'est dans le sens là, la table et le fond. Donc un coup, ça fait péter le bois. Donc ça empêche l'éventuelle cassure de bois.
mais c'est aussi le côté esthétique. Donc c'est un travail, on le trace sur le bois avec un petit appareil qui est 2 pointes réglables et on trace sur le bois très délicatement un parfait tracé pour pouvoir le découper après avec un canif. On a beaucoup de différents couteaux, des canifs, et on découpe sous le tracé parfaitement. Il faut que ce soit parfaitement ajusté. C'est un travail de longue haleine et de patience. Évidemment, il faut un coup de trop et on le voit pour toujours. Donc, ça prend pas mal de temps, mais ça vaut le coup parce que c'est presque éternel. Et il y a un petit pic à fileter, on appelle ça, c'est comme un tout petit ciseau à bois pour passer dans le rayeux, pour enlever le bois qu'on a découpé sur les côtés. On défait l'intérieur. Vous allez voir ici, quand vous venez voir plus près, on voit l'incrustation. Donc, une fois qu'on a terminé de fileter, on ajuste le dégorgeage, on passe avec une petite gourge, des différentes petites gourges, vous allez voir des tailles, pour faire le rainure, le dégorgeage, pour avoir un petit bord qu'on va arrondir après en demi-ronde, qui sera le stade final. Mais pour ça, il faut d'abord ajuster à la voûte et pour que ce soit bien ajusté à la voûte existante, alors il faut passer pas mal de temps aussi avec le ratissoir pour que ce soit bien net. Une fois ça terminé, on passe à le stade de ébaucher, de vider l'instrument. Donc les deux côtés, c'est pareil, on le pose dans l'appareil et on commence par vider avec un gauche. Et on soigne toujours les épaisseurs avec un compas d'épaisseur. Aujourd'hui, on a un appareil très, très sophistiqué avec un cadran et tout. À l'époque, c'était juste 2 tiges en métal avec des gradations plus ou moins. Donc, aujourd'hui, souvent, on a des épaisseurs des instruments modernes très, très égales. Les anciens, ce n'était pas toujours le cas. Ils faisaient aussi, pas uniquement avec les épaisseurs, mais ils sentaient le bois, ils le pliaient comme ça, ils disaient là c'est un peu rigide encore, donc il faut enlever un petit peu plus. Donc c'était pas toujours régulier, mais pour le son, c'était égal, c'était très bien. Les anciens savaient très bien faire les instruments qui avaient un son magnifique, peu importe les épaisseurs qu'ils donnaient dans certains endroits. Certains instruments sont très épais au milieu, très minces sur le bord. Le contraire est tout à fait valable aussi. Et en fait, pour qu'un instrument soit vraiment bien, tout est en équilibre. C'est l'équilibre entre la qualité du bois, la façon que c'est travaillé, la forme, tout est en équilibre. On ne peut pas dire il faut faire comme ça. Ce n'est pas une science pure. Malheureusement, on aimerait bien que ce soit une science pure, mais ce n'est pas, parce que chaque morceau de bois est différent. Et pour calculer tout sur un morceau de bois, j'ai parlé avec des scientifiques, c'est pratiquement impossible. La meilleure façon de pouvoir calculer le bois, c'est quand on le casse et on le recolle et on a le stratifié. Alors là, on peut dire elle est de cette densité, elle est tout le reste. Donc, le bois vivant normal, c'est très difficile à évaluer toutes ses qualités. Une fois qu'on est arrivé à le stade où on veut, de l'épaisseur, le fond, c'est en gros 4 mm 5 sur un violon au milieu et un peu plus mince sur les bords, 3 ou 2,5 sur les bords. Et le table, c'est plus mince. Pourtant, c'est un bois plus léger et plus fragile, mais c'est pour transmettre bien les sons. Alors, c'est 2 mm 4 à 2 mm 7 d'épaisseur. Ça dépend du bois. Il faut sentir aussi les différentes tensions pour voir si chaque luthier a sa façon de voir les choses aussi. On tape pour avoir les sons, pour voir les différentes qualités du bois, la résonance. Tout est en résonance et c'est l'essentiel, évidemment, d'un instrument. Donc, une fois qu'on a fini les épaisseurs de table et du fond, on passe à découper les ouïes ou des F. Donc, pour ça, il y a un petit appareil, d'abord un gabarit pour le placer sur le bout de bois. Une fois que la forme est faite, on a un petit gabarit de l'aiguille qu'on trace sur le bois. Je commence par faire des petits trous et utiliser un petit appareil avec des petits mèches tout petits
pour couper les différents trous de haut et de bas. Donc, je fais d'abord ça, et entre les deux, on découpe avec le canif, avec avec un canif, ça s'appelle un canif chez des luthiers. On découpe le reste. Et une fois les F, c'est quelque chose de très personnel, les F, il y a toutes les formes, certains faits très droits, certains ont beaucoup plus d'élan, alors c'est vraiment personnel, mais c'est aussi important pour le son, c'est pas juste là pour la décoration, c'est pour libérer l'air qui est à l'intérieur du violon, qui est mis en vibration, donc ça influence, tout influence le son aussi, mais à quel point, on n'a jamais très sûr. Aussi, la distance de bois vibrante entre les trous de haut est très importante. Si c'est étroit ou si c'est large, on peut dire, grosso modo, que si c'est plus près, c'est un son plus direct. Si c'est plus éloigné, c'est un son plus rond, plus voluptueux. Mais il y a des contraires aussi qui est juste. Donc, ça apprend avec un pincé de sel, comme on dit. Après ça, il passe à faire le bas d'harmonie. Le bas d'harmonie, c'est aussi une partie de structure importante parce que ça donne la résistance à la table, qui est que 2,5 mm d'épaisseur, à toute cette pression qu'on va exercer sur l'instrument avec les cordes. Et ça, c'est un petit bout de bois en épicéa, pareil, comme ça. Et on doit l'ajuster à la forme du table. Et en plus, bon, il y a des luthiers qui disent qu'il ne faut pas donner de tension à la barre. Moi, je donne toujours un petit peu parce qu'avec le temps, la pression se cède toujours un peu. Donc, moi, je fais un tout petit peu de tension pour que, quand il y a des cordes, ça peut... Mais bon, évidemment, le son quand c'est sous tension est moins bien que quand c'est évolué. Mais il faut choisir entre déformer la table avec sans tension ou mettre un petit peu et avoir l'instrument qui sonne bien après 2 ans, peut-être d'être joué, ça commence toujours à sonner mieux en mieux. Donc, le bas, il faut bien l'ajuster, parfaitement ajuster le bout avec un peu de tension et coller. Après, on le donne une forme, elle est très mince sur les bords, là où se coller les éclisses, où se fait la boîte, et plus large au milieu, où il y a un vide et où il faut quand même une résistance plus forte. Donc, une fois terminé le bas, on commence à le collage la boîte. La boîte, il faut alors démouler les éclisses qu'on a préparées. Donc, avec un petit marteau, on tape sur les coins et le colle à l'os est très solide, mais il est assez fragile à l'échoc. Et un petit coup, ça peut faire péter, mais péter sans que le bois casse. C'est ça qui est incroyable. Si on fait trop, évidemment, c'est différent. Mais si on fait très léger, la vibration de choc permet de décoller net comme ça. Et ça, c'est aussi l'avantage d'utiliser le colle à l'os, c'est qu'on peut toujours réparer. On peut toujours, si on met le violon dans un bain pendant 2 jours, on aura toutes les pièces qui flottent. Et rien ne sera cassé, ça sera tout en morceaux, c'est tout. Ailleurs, il y a un violoncelle d'Almar, il s'appelle un Italien de trio de Trieste. À une époque, il était en tournée avec son trio et le bateau est coulé et le Stradivarius, le violoncelle, est passé 3 jours en mer. Heureusement, la boîte à l'époque, c'était en bois, donc ça flottait, et toutes les pièces sont restées dedans. Mais le Stradivarius est passé 3 jours au de mer. Et ils ont récupéré, et tout était réparé, et ça a pris beaucoup de temps, évidemment, beaucoup de restauration, mais l'instrument n'est pas ruiné, elle est juste passé 3 jours en mer. Ça, c'est une anecdote. Bon, donc, alors, une fois qu'on a préparé, enlevé les éclisses, on donne une forme plus arrondie à les contre-éclisses et les coins, on les taille, toujours pour avoir plus de légèreté aussi, plus que le bois et son utilité, mais pas plus, c'est mieux. Si on fait des bois trop lourds, c'est jamais bien. Il faut juste le minimum, mais pas moins. Donc, on essaie toujours de léger partout. Une fois qu'on a préparé les éclisses, on les colle sur le fond. On commence par le fond. On a des petits appareils
très bien aujourd'hui. Avant, c'était en bois, mais maintenant, c'est avec des produits composites qui ne collent pas à la colle, qui n'abîment pas le bois. C'est extraordinaire. Donc, on colle. Moi, je fais d'abord un essayage à sec. Je pose tout parce que le petit bord doit être régulier partout. Alors, une fois qu'on a enlevé, vous voyez, c'est très flexible. Donc, il faut quand même ajuster pour que ce soit le même petit bord qui dépasse. Alors, on fait à sec avec des appareils et après, on passe avec une petite lame, un couteau, un peu de colle chaude, pas trop épais parce que si jamais on veut le défaire, il faut pouvoir le faire. Donc, on met un peu de colle dedans avec les petits sèche-joints comme ça. Et pareil, après 5 à 8 heures, c'est sec. Donc, la boîte de résonance est terminée. Après, on procède à faire le volute. Le volute, c'est le bout, la manche, la partie là. Vous pouvez venir voir après. Ça, c'est le volute, le chevalier et la manche, avec le touche qui est en ébène. Ça, c'est un bois qu'on utilise évidemment pas souvent parce que c'est un bois très lourd, mais c'est un excellent bois dans le sens que ça abîme très peu. C'est le seul bois, je crois, qui coule aussi. C'est un bois qui flotte pas du tout. Mais c'est tellement dense que les cordes et la pression et la transpiration des musiciens sous les cordes n'abîment très peu. En fait, tous les 10 ans, il faut le raboter de nouveau parce que ça fait éventuellement des petits rayures à cause de serrer les cordes dessus. Mais c'est très résistant. Un bon bout d'ébène résiste longtemps à toutes les exigences des doigts. Donc, on le coupe dans un morceau, le tête, un morceau de bois, comme le fond, en érable ondé. On trace avec un petit gabarit sur le bout de bois, on le découpe après, d'abord cette forme-là. Une fois qu'on a la forme exacte de ça, on le met bien à l'équerre, avec un équerre pour que les deux côtés soient pareils. Parce que la difficulté en sculptant la tête, c'est d'avoir la symétrie et la régularité de la volute. Parce que, en fait, c'est la spirale d'Archimède, la base de volute. C'est comme un coquillage, c'est la perfection même du spirale. Et donc, le violon, le volute, c'est pareil, c'est à base de ça. Bon, il y a des variantes, évidemment. Après, on ne va pas faire un truc complètement mathématique, mais ça vient de là. On trace les autres tournures avec des pointes sèches dans les petits trous pour avoir piqué comme ça, pour voir où il faut couper. On fait avec un autre gabarit pour la forme devant et derrière le chevalier. Et on le trace aussi. On commence par faire des coupes avec un petit scie à main. On coupe comme ça et dans l'autre sens pour avoir des petits bouts de bois qu'on peut facilement enlever avec le gourge. Donc, une fois qu'on a terminé ça prend pas mal de temps aussi pour finir le chevalier bien à plat et le volute. On commence par l'enclave. D'abord, on pose le touche qui est en ébène, comme je vous avais dit. Ça doit être bien aplani, bien ajusté pour que ce soit très bien pour jouer, évidemment, et pour que ça tienne. Il faut que ça tienne tout le temps aussi, hein, avec le chaleur de main. Donc, mieux que c'est ajusté, mieux ça tient. Une fois qu'on a terminé ça, on doit l'enclaver. Ça veut dire qu'on doit le poser dans le violon. Avant, dans l'époque baroque, les manches étaient juste clouées sous l'instrument, mais il y avait beaucoup moins de tension, évidemment. On collait et clouait juste sous les éclisses, comme ça. On ajustait le bois, mais il n'y avait pas cet enclavement qui a un peu de forme des hirondelles, si vous voulez. Enfin, on dit un enclavement hirondelle, parce que c'est pas droit, c'est à l'angle. Donc, ça tient très bien. Une fois qu'on a collé dedans, elle ne peut pas sortir. Ça donne beaucoup plus de force. Et même si je fais un instrument baroque aujourd'hui, je n'utilise pas des clous et tout ça. Je trouve ça aucun intérêt. Bon, même si c'est la façon originale des instruments baroques, je trouve certaines choses, c'est des progrès
qu'on ne peut pas nier. Et bon, évidemment, avec les cordes en boyau et tout ça, il faut garder certaines choses. Mais ça, c'est un truc de structure qui change absolument rien, ni dans le son, ni dans l'esthétique, et c'est juste solide. Donc, moi, je trouve que c'est essentiel d'utiliser les bonnes choses de progrès pour pouvoir faire les instruments aujourd'hui. On a la chance, évidemment. Aujourd'hui, je fais de la même façon presque qu'il y a 400, 300, 400 ans, mais on a tous les avantages. On a l'électricité pour chauffer le col, pour plier les éclisses, on a l'électricité, on peut travailler la nuit, on peut faire plein de choses. De temps en temps, on voit des instruments où les deux côtés de tête est complètement asymétrique, mais sûrement parce qu'ils ont travaillé la nuit avec un bougie un côté, et on voit bien qu'à cause des ondes, une côté est plus petite que l'autre, mais sans doute quand on regardait comme ça la nuit, on ne voyait pas la différence. Donc il y a toujours des petites anecdotes comme ça dans l'histoire de fabrication. Donc une fois qu'on a terminé l'enclavement, qu'il faut respecter évidemment beaucoup de critères, le renversement, c'est l'angle dans lequel le manche est posé, qui est très important pour le son aussi, c'est dans la quantité de pression sur les cordes, sur les instruments, sur la table. À l'époque baroque, évidemment, comme je dis, c'était presque plat, donc il y avait beaucoup moins de tension, plus comme une guitare. Mais aujourd'hui, on a augmenté un peu moins maintenant qu'au début du XXe siècle, parce que quand il n'y avait que des cordes en boyau, mais des grandes salles, et on voudrait jouer le concerto de Brahms, il ne faut pas oublier que la première fois qu'on a joué Tchaïkovski, Brahms, Mendelssohn, c'était avec des cordes en boyau. C'était plus près du baroque que des instruments comme on les joue aujourd'hui. Ils n'avaient pas des cordes filetées avec des métaux. Aujourd'hui, ils sont synthétiques. Voilà. Et ils sont très sophistiqués, ils sont faits avec les ordinateurs, il y a plusieurs fils embobinés, on ne voit rien, on dit 5 cordes comme ça, mais c'est très sophistiqué, c'est très cher, on paye très cher, mais c'est très solide aussi. On n'a pratiquement jamais un corde qui casse maintenant. Quand à l'époque de boyau, souvent quelqu'un jouait, bang, le corde était cassé, il fallait sortir, recommencer le concerto, ça arrivait souvent. On oublie de temps en temps quand on dit, ah oui, mais Tchaïkovski, Brahms, tout ça, c'est le romantisme. Eh oui, mais c'était joué sur les instruments presque baroques. Donc, ça c'est des anecdotes, je fais durer, mais je vais arrêter bientôt. Une fois qu'on a fait l'enclavement, on procède par le vernissage. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut parler pendant des heures, mais je vais faire très bref. Moi, j'utilise un vernis à l'huile, de l'huile de lin, avec des résines. Il y a des différentes résines, copal. Le plus dur, c'est l'ambre, qu'on fait fusionner, on appelle ça. C'est presque brûlé, après on ajoute... Bon, ça fait un très bon vernis. Moi, j'utilise plutôt de copal de Congo, qui est dur, mais pas trop dur, parce que plus que c'est dur, plus c'est léger. L'ambre est extrêmement léger. Vous voyez bien, les bijoux en ambre, c'est comme du plastique, très léger. Mais en fait, c'est une résine. Et plus qu'on devient dans les résines molles, plus ils sont lourds. Donc, il faut un équilibre entre les deux. Il y a les molles et les durs et tout pour avoir un vernis. Bon, on parle toujours le vernis de Stradivarius parce que c'est vrai, c'est très beau. C'est surtout très beau quand c'est patiné, quand c'est vieux. Mais en fait, c'est pour protéger du bois. Mais si on utilise un vernis synthétique moderne aujourd'hui, mais c'est pas le même charme ni la même qualité. C'est trop dur pour laisser... Si vous voulez, le vernis doit exalter le son. Ça doit pas nuire à les vibrations, mais ça doit arrondir les vibrations. Un instrument en blanc, ça veut dire sans vernis, c'est un instrument qui donne tout, mais ça manque un peu de charme dans le son, si vous voulez. C'est le vernis qui change un peu le charme dans le son. Ça ne veut pas dire qu'un mauvais instrument bien verni sonnera bien et un bon instrument mal verni sonnerait mal. Non, c'est juste que ça arrondit les couleurs de résonance des vibrations. Donc,
Il ne faut pas que ce soit trop épais, trop mince. Enfin, si c'est très très mince, ça ne protège pas beaucoup, surtout. Beaucoup des anciens instruments ont pratiquement plus de vernis dessus. Des Stradivarius, s'il y a 10% de vernis dessus, c'est beaucoup. Donc, une fois qu'on a terminé de vernis, moi j'utilise un vernis à l'huile, mais on peut utiliser aussi des différents solvants, l'alcool ou le térébenthine. Moi, c'est plutôt l'huile de lin. Et moi j'ai des UV pour sécher, parce que comme ça, on n'a pas à attendre le soleil qu'elle vienne pour sécher le vernis. Alors j'ai 24 heures de soleil pour sécher le vernis. C'est très pratique. C'est aussi des choses modernes qu'on a la chance. À l'époque, il fallait qu'ils le mettent dehors pendant 3 semaines, entre 2 couches. Donc, c'est pas pareil. Nous, on a des avantages aujourd'hui avec ça. Une fois qu'on a terminé le vernis, il faut bien le polir pour qu'elle soit bien lisse, bien brillant aussi. Enfin, c'est pas obligatoire que ce soit trop brillant non plus. Il y a des différents... C'est une question de goût, d'esthétique, si on veut très brillant ou pas. Mais bon... Comme je dis, c'est surtout pour protéger l'instrument. On procède après à le montage. Le montage, c'est des chevilles pour tenir les cordes, le chevalet, le cordier, le montagnais et la lame. N'oublie pas la lame à l'intérieur. Donc, on commence par faire les chevilles. On a on appelle ça de taille-crayon. On taille les chevilles pour donner la forme conique pour qu'ils tiennent bien dans le trou. Et le lousse, c'est le contrepartie pour faire les trous dans la tête pour qu'il tienne dans les trous coniques. On procède après à faire l'âme. L'âme, c'est un petit bout de bois. On épicea aussi pour transmettre les vibrations le plus vite. Et c'est un petit morceau qu'on a arrondi comme ça, qu'on taille très bien à plat pour ajuster parfaitement à la table, la forme de la table et le fond. Une fois qu'on a mis l'âme, on commence à tailler le chevalet. Le chevalet se transmet évidemment des vibrations entre les cordes et le reste de la boîte. Et le chevalet, il faut ajuster les pieds d'abord pour qu'ils soient parfaitement... Les pieds, c'est les 2 pattes qui tiennent sous l'instrument, qui doivent être parfaitement ajustés à le bois pour que les vibrations soient mises sous les meilleures conditions. Et après, il faut ajuster, raffiner l'instrument. On achète déjà préparé, plus ou moins, des chevalets. Il y a une très bonne boîte à Mirko qui s'appelle les chevalets Aubert. C'est très ancien. Ils font des très bons chevalets, mais c'est brut. C'est un chevalet qui a besoin d'être ajusté à chaque instrument. Bon, une fois qu'on a terminé ça, l'âme dedans, on pose les cordes, on fait un trou au fond pour le bouton qui tient le cordier, parce qu'il faut quelque chose pour tenir les cordes. Donc le cordier, on monte les cordes, on ajoute un montagnais, ça c'est plus récent. La période baroque, on posait juste le violon sous l'épaule et on tenait avec le menton. Mais avec le montagnais, c'est plus facile et c'est tient mieux. On peut tenir le violon et avoir les mains libres pour jouer plus librement. Donc, je crois que j'ai fait le tour de tout. Si vous voulez, après, vous pouvez venir voir, là. Je peux vous expliquer encore quelque chose. C'est pas trop tard, là. Ça va? C'est bon? C'est très bien. Je pense que ce serait peut-être bien de profiter encore d'être assis pour poser des questions, non? Hein? Oui, s'il y a des questions précises, sinon vous venez me poser directement, c'est pareil aussi. Le vernis est-il essentiellement végétal? Le vernis oui? est-il essentiellement végétal? Végétal. Oui. Oui, je n'ai pas parlé des colorants aussi. Excusez-moi, j'ai amené des colorants. Moi, je fais avec le garance, donc c'est végétal. C'est surtout les colorants. Enfin, si, l'huile de lin, le térébenthine, c'est la distillation de résine. Il y a des minéraux. On peut utiliser des mercure pour le rouge. Il y a des différentes pierres pour donner des couleurs aussi. Des vénétiens. Sur le son. Ah oui, le vernis joue. Je vous avais dit, si on fait un vernis très épais et très molle, ça va étouffer un peu le son. Mais si c'est un instrument qui
qui est fait au départ, qui a un son, enfin, dans le but très brillant, bon, ça peut être bien d'avoir un vernis qui la rendit plus qu'un autre. Si c'est un instrument qui n'est pas comme ça, ce serait bien d'avoir un vernis qui est plus mince, qui ne change pas trop des vibrations. C'est un jeu, mais c'est pas tout. Ça fait pas l'instrument, je vous garantis. Dans un atelier de luthier, est-ce qu'il y a des spécialistes pour la crosse, pour les tables, pour... excusez-moi, mon frère. Ah oui, non. Là, vous touchez à un point sensible aujourd'hui parce qu'évidemment, les Chinois sont très forts à fabriquer des instruments peu chers, mais ce n'est pas fait par un luthier. C'est fait par quelqu'un. Je peux vous apprendre à juste ajuster les chevilles et vous faites ça pendant 10 ans, mais vous serez 10 fois plus rapide que moi et compétent. Oui, mais l'instrument ne sera pas un instrument. Ça, c'est un d'euros et on voit tout avec mes fautes, mes défauts, mes qualités. Tout est dans tous mes instruments. On verra tout de suite, ah, c'est lui qui a fait ça. Parce qu'on a chacun sa façon de travailler le bois, le concept, le goût esthétique. C'est comme un ADN, on a tous différents et c'est pareil. Donc, les instruments faits dans les ateliers comme ça, où il y avait à Mirecourt à l'époque aussi, la famille Laberte a fait des premières usines, en fait, c'était à Mirecourt, enfin, usine manuel avec des ouvriers qui faisaient spécialistes et ils travaillaient très bien évidemment, mais les instruments n'ont pas une personnalité, on peut dire c'est peu importe, ces instruments-là aussi, 1 sur 1000 est parfait, est très bien parce que tous les critères et là, l'épaisseur de bois avec ce genre de bois travaillé bien, ça donne un instrument parfait, bien, mais les autres 900 ils sont pas terribles. Donc, c'est parce que chaque luthier, surtout quand c'est un bon luthier, qui cherche toujours à améliorer tout, à faire mieux, mais on a des instruments qui sont très constants. J'ai jamais une déception maintenant. Enfin, les premiers instruments, on peut avoir des déceptions, mais maintenant, j'ai mes idées, je sais comment je veux faire. Un instrument peut être un peu plus comme ça ou comme ça, mais c'est toujours mes instruments. C'est mon qualité de travail qui est dedans. Donc, quand on a un instrument qui n'est pas fait dans cet esprit-là, c'est très hasardeux. Mais c'est beaucoup moins cher parce que c'est comme ça. À propos du vernis, est-ce qu'il y a une seule couche de vernis ou plusieurs? Non, moi j'utilise plusieurs couches de vernis. Ça dépend aussi. Il y a plusieurs façons de faire du vernis. Il y a des gens qui bouchent juste les pores. Par exemple, quand on a le bois brut, on ne peut pas juste mettre du vernis dedans, dessous. Ça entre dans le bois et après les ondes et tout ça ne brille pas. Alors, il y a toute une histoire de savoir comment on fait, mais plus qu'on met les couleurs loin du bois, moins c'est pas bien pour le son, c'est pas bien pour plein de choses. Donc, il faut toujours un équilibre entre tout. Le meilleur, c'est d'avoir un vernis parfait. Ça veut dire tous les critères, que ça ne nuit pas le son, qu'elle n'est pas trop doux, pas trop dur, qu'elle soit magnifique de couleur, qu'elle laisse refléter les ondes de bois très bien. Donc, on cherche toujours à faire un vernis dit parfait. Mais bon, il y a des vernis plus épais, des vernis plus minces, des vernis plus durs, des vernis plus tendres. Et finalement, avec l'âge, c'est toujours plus beau, évidemment. Sauf si c'est trop dur. Si c'est un vernis très dur, ça patine pas avec l'âge. Ça reste toujours neuf, comme les parquets. En fait, il y a des rayures qui arrivent, mais ça ne prend pas des charmes. Alors, un vernis qui est un peu plus tendre, vous voyez, quand ça c'était très peu joué, mais ça s'use dans certains endroits, les bords, les boutons, et après, il y a un charme dans le vernis un peu abîmé. Il y a aussi beaucoup de luthiers qui font imitation ancienne. Ah, moi, je fais aussi. Ça veut dire, on fait vieillir exprès l'instrument tout neuf. On patine le vernis, on met un peu de noix, on rabat. Moi, j'aime pas trop. Je trouve un instrument neuf, c'est un instrument neuf. Il faut qu'elle soit jolie. On n'est pas obligé de faire le vernis
trop pas fait partout parce que sinon ça manque un peu de charme. Ça va, il faut quand même que ça reste toujours un objet agréable à voir. Donc même neuf, ça doit être beau, mais pas forcément fait comme un ancien qui est plus beau, je dois dire. Quand on a un instrument ancien avec le vernis patiné, le saleté qui est incrusté, c'est très joli à voir, c'est toujours plaisant. Un Stradivari, c'est magnifique de voir, mais c'est pas la chose la plus importante. Des instruments deviennent comme ça avec le temps. Oh, pardon. Bah, je dis, je peux pas savoir. Moi, personnellement, je mets 4 ou 5 couches, mais j'ai expliqué, oui, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir en soi. Vous dites juste mes vernis, mais vous pouvez venir voir l'épaisseur. Entre 4 et 5 couches. Attendez, il y a les micros là. Ah, pardon. Lorsque j'ai désiré acheter un violon pour notre fille qui faisait le conservatoire il y a une vingtaine d'années, Oui. Mirecourt nous avait proposé à l'époque des violons à des prix très très différents. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les violons ont des prix très différents? C'est quelque chose de spécial aussi. Pourquoi les tableaux ont un prix différent? Un Van Gogh, c'est impensable. On achète pour 40 millions, milliards, enfin, on s'en fout. C'est pratiquement impensable de penser à acheter un Renoir ou un Van Gogh. Mais il y a des autres personnes qui peuvent peindre un Van Gogh comme Van Gogh. Bon, ça vaut rien. On achète 200 €, 300 €. Parce que c'est pas Van Gogh. Alors, dans le lutherie, c'est pareil. Un Stradivarius, c'est un Stradivarius, ce monsieur qui a fait l'instrument il y a tant d'années. Ils étaient très bons aussi. Ils sont très bons pour le son, pour ce qu'on cherche dans le son. Mais ils font plus en plus des tests à l'aveugle maintenant. Et en fait, un instrument moderne peut aussi être si bon qu'un Stradivarius. Mais il y a quelque chose dans le charme. Si on a un Van Gogh, là, on sait ce Van Gogh, c'est authentique, on en bave devant. Mais quand c'est pas un Van Gogh, on passe à côté, on n'a même pas vu. Oh, c'est quelqu'un qui fait semblable. Même, c'est difficile à expliquer exactement pourquoi. Mais, évidemment, pour un élève qui commence un instrument tout petit, il ne faut pas mettre des millions d'euros dans un instrument. Il faut savoir jouer pour pouvoir distinguer entre le son, la petite finesse du son d'un très grand instrument et d'un instrument d'étude. Un très grand violoniste jouera magnifiquement sur un petit violon chinois qui vaut rien, et une mauvaise personne qui ne sait pas jouer l'instrument, mais un Strad dans ses mains, ça fait toujours un son épouvantable. Donc, le prix aussi, ça va selon les critères de l'instrument. Si c'est un cote, on peut le vendre. Si on achète un Strad, vous pouvez acheter un Strad à l'Internet. Le mien, il faut mieux l'essayer si on a un instrument, parce que, bon, comment vous voulez juger? Moi, je ne suis pas connu comme ça. Un Strad avec les certificats de tous les grands luthiers depuis 3 siècles, ben, si c'est pour investir 10 millions d'euros, ben, c'est très bien. Vous pouvez acheter et le faire livrer. Voilà, vous pouvez toujours le vendre après pour le même prix ou plus cher. À ce moment, les prix flambent. Les spécialistes de lutherie ne savent même pas les prix maintenant. Ils mettent dans les ventes au Sotheby's et Christie's, les grandes salles de vente, les instruments, disons un instrument tel et tel, entre 30 et 40 000 €. Et ça part à 90 000 €. Et ils n'ont aucune idée, parce qu'il y a une spéculation à ce moment ça pouvait être aussi 90 milliards. Après tout, parce que c'est limité. Il y a tant d'instruments comme ça, et parce que les gens ont plus, avec les crises, ils ont plus confiance dans l'argent, dans les entreprises. Donc ça, c'est un investissement. Là, la culture va en profiter, évidemment. En profiter, si on possède. Oui. Est-ce que tous les luthiers sont musiciens? Et pour avancer dans la fabrication donc d'un violon et être sûr qu'il va bien sonner, est-ce qu'ils l'essayent comme un violoniste le fait, ou est-ce que c'est leur savoir technique avec les mains qu'ils savent qu'ils touchent au but, ou est-ce qu'il faut le jouer, le violon, pour savoir?
Ça, c'est difficile à dire parce qu'il y a des très bons luthiers qui ne sont pas du tout musiciens ou qui jouent très peu. Mais souvent, c'est des gens qui s'intéressent quand même à la musique. C'est difficile d'être luthier et de dire mais je déteste la musique classique. On n'écoute que de l'électronique. Comment on peut passer toute sa vie à faire quelque chose qui est uniquement... Enfin, c'est un objet, évidemment, c'est un objet. Mais ce n'est pas un objet sans utilité. Le but de faire un violon, ce n'est pas de faire un objet. C'est de faire une utilité de travail pour un musicien. C'est le but quand même, pour moi. En tout cas, c'est mon philosophie. Je ne fais pas pour l'investissement, je ne fais pas... Parce que beaucoup de luthiers aujourd'hui aussi, et je n'ai rien contre, mais c'est du dealing, on appelle ça en anglais. Ils vendent, ils achètent, ils font de l'argent avec ça. Évidemment, si on achète un instrument 10 000 €, on le vend 20 000, mais on a 10 000 dans la poche et c'est le rôle. C'est le commerce, c'est normal. Mais c'est quand même pas tout à fait le but de ma façon de... Il faut bien que je vive, mais je fabrique parce que c'est une passion, comme je dis. Mais ceux qui fabriquent pas, c'est un autre domaine presque. Je veux dire, si on fait le commerce d'instruments, mais on peut il y a des très grands dealers dans le monde, Charles Beers à Londres, il y avait Watteau à Paris, c'était une très grande boîte, maintenant ça Rampal, c'est des gens qui contrôlent le monde de trafic, trafiquant, c'est mauvais, mal vu en français, mais, dealing, on dit ça, les échanges des instruments. Hein? Commerce, voilà, le commerce des instruments, donc c'est ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est... Sinon on a... Pardon. Combien de temps mettez-vous pour faire un violon? Ah oui, ça, je n'ai pas dit. Bon, en gros, si on travaille 8 heures par jour, il faut 3 semaines. Mais quand on a habitué aussi, hein, moi, ça prend 3 semaines à 1 mois si je travaille bien régulièrement. Un violoncelle, tout dépend de l'état. Un violoncelle, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus de travail. Quand on ébauche le fond d'un violoncelle, ça, on fait en 3 heures, mais un violoncelle, il faut toute la journée. Même plus, 2 jours pour le bois lourd. Mais bon, ça c'est... Ah, oui, pardon, il faut... Après, on peut terminer, vous pouvez tous venir. Oui. Bon, je voudrais savoir, oui, excusez-moi. Je voudrais savoir, quand vous bouche-porez la première couche, vous la teintez, vous faites le bouche-port et la teinture en même temps? C'est des secrets, ça. C'est difficile. Oui. Il faut toujours chercher et faire quelque chose de beau, voilà, qui donne les résultats. Alors moi, je n'ai jamais fait 2 fois pareil. Chaque fois, j'essaie un peu plus comme ça. Mais j'aime bien, il faut teindre un peu le bois, parce que le bois neuf est blanc. Oui. Il n'a rien à voir avec les couleurs après. Et bon, beaucoup de gens aussi disent « Oh, mais c'est joli en blanc, j'aime l'instrument blanc. » Si, c'est une certaine beauté aussi de voir un instrument blanc, mais pour le luthier, non, il faut quand même qu'il soit habillé. C'est comme être tout nu, mais bien habillé, c'est bien. Et donc, oui, si on teinte le bois un peu, mais il ne faut pas trop, parce que plus qu'on teinte le bois, moins on a des reflets, des pores, toutes les qualités du bois qu'on veut voir à travers d'un vernis. Il faut mettre en valeur l'onde. Oui, les ondes, mais tout, les pores. Aussi, on aimerait bien que le bois ait un brille dessous, comme ciré, mais bon... Et faites-vous les archets, vous-même? Les archets? Oui. Non, je ne suis pas archetier. Je n'ai jamais appris, j'ai appris un peu comment on fait surtout pour remêcher des archets, mais je ne fais pas. Non, je ne suis pas archetier. C'est notre métier et ça ne me teinte pas tellement. C'est 2 métiers. Ah oui, on peut travailler ensemble avec des archetiers, c'est partie de l'instrument. Oui, monsieur. Oui, vous avez parlé de la table et du fond, mais vous n'avez pas parlé du galbe. Comment on obtient le galbe, enfin la voûte, quoi? Comment elle est, elle est calculée? Comment est-ce que... Calculée, ça... Comment je peux vous expliquer? Il n'y a pas de règles. Les voûtes sont tous différents. Mais c'est important pour la structure. C'est vrai, je n'ai pas très bien expliqué pourquoi on fait
un voûte, un galbe. C'est pour la structure, évidemment. Il y a des instruments qui étaient plats avant. La guitare, c'est plat devant, de derrière. De temps en temps, il y a un léger voûte sur la table d'une guitare, mais c'est plat. C'est une boîte. Donc, ils ont plusieurs petits bas sur la table pour donner une force, parce que plus il y a une raison, c'est la structure, c'est beaucoup plus, on ne peut pas casser. Quand on imagine qu'elle a que 4 mm au milieu, comme ça, elle casse beaucoup moins facilement qu'une planche de même épaisseur partout est plat. C'est pour la structure, pour la résistance et pour avoir une boîte qui résonne bien, très mince et qui résiste pendant 300-400 ans. Enfin, ce n'était pas le but peut-être à l'époque des grands luthiers. Hein, et je ne sais pas s'ils avaient pensé que ça va durer pendant 400 ans. C'est 500 ans bientôt, le premier violon au début du XVIe siècle. Ça fait 500 ans, non? Oui, voilà. Donc, c'est beaucoup. Mais c'est la raison pourquoi on fait des voûtes. Mais des voûtes, il y a des endroits où ça doit être très résistant, des endroits où ça doit vibrer librement. Donc, il n'y a pas, comme je dis, il n'y a pas une science pure pour dire pourquoi un voûte est comme ça et comme ça. Certains sont très hautes, très bombées, on dit, et certains sont plates. Tout est structurel, mais on ne peut pas le mesurer. On peut mesurer un peu avec les ordinateurs. Aujourd'hui, on essaie de faire tout. Et il y a chaque fois des recherches qui sont faites sur tout, sur le vernis, sur le bois, sur la structure. Mais c'est juste une partie d'un tout. On ne peut jamais fixer, donner un critère exact. Ce n'est pas possible. Oui. Je voudrais savoir à quel moment vous avez su que c'était ça votre vocation. Et est-ce que vous avez suivi des cours avec un maître? Est-ce que vous avez reçu l'héritage d'une tradition? Est-ce que vous transmettez cette tradition aussi? Moi, non, parce que j'ai un tout petit atelier. Si j'avais fait ça plus jeune, mais moi j'ai commencé assez tard, j'étais violoncelliste, je suis venu à Nancy, à l'Opéra, l'orchestre de Nancy, comme violoncelliste dans les années 80. Après mes études, et j'ai eu un problème de main, donc je ne pouvais plus faire mon métier de musicien, parce que pour moi c'est encore plus grande qu'un luthier. Le métier de musicien, c'est extraordinaire. Je veux dire, bon, mais bon, lutherie, c'est très bien aussi. J'ai une passion pour ça maintenant et j'ai toujours aimé l'instrument. Mais en fait, souvent, à Mirko, par exemple, avant, ils prenaient que des enfants à 16 ans. Il fallait décider à 16 ans, avant le bac, si on voudrait être luthier. C'est très difficile quand même, moi je trouve, de décider à 16 ans que je veux être luthier. Donc, beaucoup de luthiers, des grands noms français aujourd'hui, ont fait les études là où j'ai fait mes études en Angleterre. Parce qu'ils prenaient des gens de 18 ans jusqu'à 68, 70. Je veux dire, il y avait des retraités. Bon, ils avaient certains critères, il fallait avoir un certain don ou une envie ou une possibilité on a un don pour ça. On peut pas tout le monde peut être manuel. C'est sûr, c'est spécial. Et c'est pas que manuel comme fait importe. C'est quand même, il y a des choses un peu plus artistiques dedans. C'est un peu entre l'art et l'artisanat. Donc il faut, oui, c'est mieux de commencer tôt. Si on est jeune et on a cette envie, on commence. Et après, souvent à l'école, par exemple, si on était dans des bons élèves, on était souvent pris par des grandes boîtes, Charles Beers à Londres, ou des meilleurs de Mirko vont souvent chez Watteau à Paris, où ils ont la chance de travailler à côté des maîtres, des gens qui savent vraiment comment on fait, qui ont beaucoup d'expérience, et de voir des instruments anciens, des très bons instruments, des Stradivarius, des Guarneri, qui viennent. De temps en temps, c'est juste pour graisser les chevilles. Mais on a l'instrument, on peut le faire. Donc, moi, malheureusement, je n'ai pas eu cette possibilité d'apprentissage. J'étais trop vieux, j'avais plus de 40 ans. Et donc,
J'ai eu beaucoup d'amis musiciens, je connais encore beaucoup d'amis, j'ai eu beaucoup de belles instruments entre mes mains juste pour regarder, ça c'est autre chose. Mais bon, oui, tout ajoute à la connaissance, évidemment. Mais chaque fois que je vois un instrument, je regarde comment c'est. Bon, c'est la même chose que dans la boutique, sauf qu'on a plus de possibilités d'avoir des magnifiques instruments et de travailler à côté. Mais comme je dis, je fais que de fabrication. Donc, vous voyez, tout le monde peut faire un violon maintenant, vous savez. Tout est fait. Bah oui. Si vous avez une question précise, vous pouvez me demander. Je vais vous éclairer. Sinon, la prochaine fois, chacun un violon, d'accord? Donc, on a encore un petit peu de temps pour 4-5 questions. Donc, merci d'être bref quand vous posez vos questions. Donc, c'est à vous maintenant. Vous pouvez venir voir les petits outils. Comme vous avez parlé des Stradivarius, je vais parler d'un autre violon, le violon Amati. Donc, un jour, j'avais entendu un violon Amati. J'ai trouvé que le son était tellement sublime. Je ne sais pas s'ils sont tous comme ça. Que je voulais vous demander quelle est la différence de fabrication ou d'autres choses entre un violon Amati et un violon Stradivarius. Alors d'abord, c'était un grand musicien qui jouait l'Amati. Non, pas forcément. En fait, c'était à Froville. À Froville, il y avait une exposition d'instruments anciens, oui, dont cet Amati, et les violonistes pouvaient, s'ils voulaient, jouer de l'instrument. Voilà. Et donc, j'étais avec des violonistes qui ont essayé différents instruments, oui, voilà, dont cet Amati. Donc, c'était des violonistes de haut niveau, mais ce n'étaient pas des gens qui enregistrent des disques. Parce que ça, c'est aussi quelque chose de très personnel, un instrument. Pourquoi il y a tant de différents instruments joués par tant de différents musiciens? Et pas tout le monde, évidemment avec les très grands instruments, pas des très grands luthiers, tout le monde veut, même si c'est pas forcément meilleur qu'un autre, mais parce que quand c'est un nom, c'est un côté snobiste aussi, mais pas uniquement. Moi je dis pas pour les grands instruments, ils sont des très bons. Quand c'est un très grand violoniste qui est d'habitude de jouer sur des très bons instruments, il peut mieux adapter à des différents instruments aussi. C'est très difficile pour un musicien qui est habitué à un certain son de s'adapter à un autre son, même si c'est meilleur. Le critère est très personnel, c'est toujours très personnel. Avec un instrument tout neuf, il faut créer le son, mais le son est très sain. Les vibrations sont neufs, ils ne sont pas abîmé par quoi que ce soit, mais il faut le faire. Un instrument ancien, même si c'est moins bien, quand on joue, il y a quelque chose dans les vibrations. Donc c'est toujours personnel, mais évidemment, il y a des instruments qui en sont sublimes à cause d'avoir été joués par des grands. Ça dépend. Si on prend les grandes strades qui étaient jouées par Heifetz, par Milstein, par tous ces grands artistes et musiciens, l'instrument est magnifique. Mais il y a aussi une anecdote où chez Watteau à Paris, il y a Isaac Stein et Yehudi Menuhin. Isaac Stein avec son Guarneri del Gesù, Menuhin avec un magnifique strade, et ils ont changé, ils ont essayé, ils ont dit non, mais si chacun, vous pouvez garder votre... Ils sont habitués, ils aiment leur instrument et ils font des sons sublimes, chacun de sa façon. Donc il n'y a pas des... Ben si, tout est dans l'équilibre. Je dis, la fabrication. Oui, moi je n'ai pas répondu exactement, mais qu'est-ce que je peux répondre? Est-ce qu'il y a vraiment, c'est un violon fait comme tous les violons? Mais les Amati sont, on ne sait pas si on pouvait dire exactement. On verra tous pareil. Juste une question, est-ce que vous avez inventé des violons avec une autre forme pour que ça résonne un peu mieux Ils ont essayé. On essaie depuis des siècles. On fait en fibre de carbone, en céramique, on a fait plein. On a fait en aluminium, on a fait en verre, on a fait tout. Mais il n'y a rien qui remplace le bois, pour l'instant. S'il vous plaît. Non. Combien de luthiers y a-t-il à Mirecourt et la relève est-elle assurée?
Ça, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas beaucoup de contact avec Mirko, mais il y a pas mal de luthiers là-bas. Mais oui, ça continue, mais c'est pas... maintenant, le monde est devenu petit à côté de l'époque où Mirko était le centre et Cremona en Italie, Mittenwald en Allemagne et tout ça. Il y a des luthiers partout. C'est ouvert, il y a beaucoup plus d'échanges, c'est complètement différent. Mais Mirko existe toujours, ça continue, oui, bien sûr. Bah, quand je suis venu à Nancy, il n'y avait pas un seul luthier. Maintenant, depuis que je suis là, il y a au moins 4 ou 5 luthiers qui ont passé. Il y a quelques-unes qui sont restées, comme Samuel Péguiron, mon collègue. Il est là depuis des années 80. Et il y a des autres jeunes qui sont venus. Mais maintenant, il y a plusieurs luthiers à Nancy. Mais avant, il n'y avait pas. On allait à Mirko. Et si Mirko n'était pas assez bon, on allait à Paris. Alors, oui, j'ose à peine poser ma question. Est-il possible de fabriquer ou fabrique-t-on des violons de manière industrielle? Si, les premiers instruments fabriqués avec des machines, uniquement par les machines, où on met un bout de bois et l'autre côté, ils sont en violon verni, prêt à être joué, c'est des Japonais, ils ont fait ça il y a longtemps. Mais ça coûte très cher, finalement, en machine. C'est beaucoup moins cher d'avoir des esclaves. S'ils ne travaillent pas bien, on tape et voilà, c'est bon. Non? On leur donne un bol de riz, c'est bien. Une machine qui peut tout calculer, qui doit couper tout, ça coûte très cher. Il faut des ordinateurs, des pièces. Et en fait, c'est pas... Suzuki, il s'appelait, il avait fait ça au départ. Les premiers instruments fabriqués très bon marché comme ça, machines, tout fait avec les machines, c'était... Suzuki dans les années 60, mais pas la méthode Suzuki, pas le violoniste, l'autre. Bien. Voilà. Ben, je crois qu'on est arrivé au bout du temps à partir de questions, donc si les gens veulent venir voir... Voilà, pendant que vous prenez... alors par contre...